Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur ce webinaire. Donc aujourd'hui, on va parler Kubernetes et principalement en fait comment on peut exposer nos applications qui tournent dans Kubernetes à tout le monde, donc les employés de la société ou sur Internet directement. J'ai l'habitude de travailler beaucoup en anglais, donc je vais utiliser pas mal d'anglicismes dans cette présentation. Veuillez m'en excuser par avance. J'espère aussi que tout s'est bien passé pendant ce confinement et que chacun peut vaquer à ses occupations, à ses occupations professionnelles et personnelles, un petit peu comme avant. Alors rapidement, moi, donc Baptiste Assmann, je suis Principal Solutions Architect chez HAProxy Technologies. Je travaille en général sur les nouveaux cas d'utilisation des load balancers ou des cas un petit peu spécifiques chez les clients stratégiques. En fait, j'ai moi-même contribué un peu de code à HAProxy, principalement au niveau du DNS Resolver et de la partie server state. Vous pourrez me retrouver sur Twitter et sur LinkedIn. Et de toute façon, les slides, je pense, seront partagés un peu plus tard par mail, donc vous aurez accès à tout ça. Au niveau de l'agenda, en fait, je vais considérer dans ces slides que vous êtes débutant sous Kubernetes. Donc, je vais parfois utiliser quelques raccourcis, on va dire. Je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les choses, parce qu'autrement, il va falloir une session qui va durer plusieurs heures. Donc je vais prendre un petit peu quelques raccourcis. Donc faut pas s'inquiéter. Je pense qu'on fera une session un peu plus tard en étant un peu plus deep dive sur certaines notions, notamment comment est-ce que je dois ranger mes différents composants Kubernetes pour des meilleures performances et tout ça. Donc l'idée en fait c'est de répondre à la première question qu'on se pose quand on vient de déployer Minikube sur son laptop et qu'on a commencé à déployer des applications. En général, ça se passe par la loopback, enfin Minikube ou alternative. Tout passe par la loopback, tout passe par un réseau local entre mon browser qui tourne dans mon laptop et mon Kubernetes qui est aussi dans mon laptop. Et donc la première question qu'on va se poser, c'est d'accord, très bien. Je déploie Kubernetes maintenant sur un cloud ou je déploie Kubernetes sur des serveurs dans le data center et comment je vais donner accès à mes applications à mes utilisateurs, qu'ils soient sur Internet ou qu'ils soient en interne. Donc le but de ces slides, c'est de présenter les différentes solutions et d'aller un petit peu plus loin en fait en apportant quelques briques sécuritaires et aussi quelques notions d'accélération de contenu en fait. On verra ça un petit peu dans les slides un peu plus tard. Donc l'idée, c'est aussi un petit peu pour les gens qui débuteraient sous Kubernetes de démystifier un petit peu tous ces termes de node, port, service, endpoint, ingress, cluster IP, kube proxy et overlay network. La liste est pas finie, il y en a certainement d'autres. Pourquoi ça clique pas? Ok. Donc on va commencer par rappeler quelques fondamentaux en fait introduits par Kubernetes. Kubernetes considère en fait que tous les nœuds dans le réseau peuvent, au niveau worker Kubernetes, peuvent se parler sans être natés, que tous les nœuds peuvent parler au pod, donc le pod c'est la notion qui contient les containers, peuvent aussi se parler sans NAT, et que tous les pods peuvent se parler entre eux sans NAT. Donc Kubernetes interdit ou bannit le NAT à l'intérieur du cluster. D'accord? Ça, c'est une notion très importante à garder en mémoire pour les slides qui vont suivre. Et en fait, donc Kubernetes recommande d'utiliser un driver qu'ils appellent Overlay Network. J'ai listé quelques-uns ici, tels que Calico, Flannel, ou quand vous êtes sur les clouds publics, leur couche de networking directement. Et l'idée, en fait, c'est que nos différents pods vont pouvoir se parler dans un réseau qui leur appartient, bien que ce réseau soit complètement différent du réseau ce qu'on appelle des workers, des hosts. Donc vous voyez, node 1, node 2, qui sont les workers Kubernetes, sont dans le réseau 192.168.1/24, alors que les pods sur le premier nœud sont sur le réseau 10.1.1 et les pods sur le deuxième nœud sont sur le réseau 10.1.2. Tout ça arrive à se parler sans NAT. Alors, je ne vais pas rentrer dans la magie de l'overlay network. Je pense qu'il faudrait faire un sujet complètement dédié à ça. On va considérer pour l'instant que c'est magique et que ça marche sans aucun souci. Les pods subnet, en fait, ça va être les réseaux où vont être exécutés les pods.
Donc on l'a vu juste avant. Il y a deux manières de faire la plupart du temps. Soit vous avez un subnet dédié par Kubernetes Worker. Donc là, on a vu des /24 par exemple sur le slide d'avant. Soit on peut avoir un seul réseau qui est avec que des /32 en fait, et ça va être Calico, je crois, qui permet de faire ça, qui permet en fait de router, de natter directement les pods dans un seul réseau sur toutes les machines. Il y a différents use cases pour les différents déploiements. Pour l'instant, c'est pas trop la partie qui nous intéresse. Nous, l'important, c'est que tous les pods aient une adresse IP et que quand on ait un pod dans le cluster, on puisse les joindre directement par cette adresse IP. La deuxième notion qui va être très importante, c'est ce qu'on appelle la notion de service. Pourquoi? Parce que mes pods, pour l'instant, ils ont une IP, ils sont joignables à l'intérieur du cluster, mais ils ne sont pas joignables à l'extérieur. La partie service, en fait, c'est une couche d'abstraction qui est fournie par Kubernetes et qui permet d'accéder au pod. Alors, qui permet d'accéder au pod quand on est à l'extérieur du cluster ou quand on est à l'intérieur. Pourquoi? Parce que accéder à un pod quand on connaît son IP, c'est bien, mais il faut pouvoir aussi découvrir, donc faire ce qu'on appelle du service discovery, savoir où ces pods fonctionnent. La manière dont le kube proxy fonctionne, le service Kubernetes fonctionne, en fait, ce sont des paramètres de configuration qui sont intégrés dans l'API de Kubernetes. Vous avez un composant qui s'appelle kube proxy qui va monitorer ces endpoints dans l'API et qui va appliquer en fait les différents types de configurations. On va voir pour l'instant deux types de configurations. Il y en a d'autres qu'on verra plus tard. Le premier type de configuration, c'est ce qu'on appelle le node port. Donc, quand on fait du node port, le service est exposé sur toutes les machines du cluster Kubernetes, donc tous les hosts, tous les workers, sur un port défini. Donc, par exemple, le 32214, on sait que l'application tournera sur le port 32214 de n'importe lequel de ces workers. Donc, c'est assez pratique. Ça permet en fait aux gens qui n'appartiennent pas au cluster Kubernetes de taper ce port-là. Ce port-là va load balancer le trafic vers tous les pods qui correspondent au service qu'on a défini auparavant et ça va fonctionner. On a aussi une autre méthode qui s'appelle Cluster IP. Cluster IP, en fait, c'est un réseau qui est configuré directement dans Kubernetes. Alors, il n'est pas configuré au sens IP du terme, mais on va dire qu'il va être naté routé à l'intérieur du cluster. L'intérêt de Cluster IP, en gros, c'est pour exposer un service uniquement à l'intérieur de Kubernetes. Imaginez, vous avez un service front qui doit parler à un service back. Le service back, vous n'allez pas l'exposer sur le node port. Pourquoi? Parce qu'autrement, n'importe qui à l'extérieur du cluster va pouvoir le joindre. Vous allez l'exposer sur un cluster IP. Et automatiquement, le service front, quand il va vouloir parler au service back, vous allez lui dire, faut utiliser l'adresse IP 124.12.13.14. Et Kubernetes va router et load balancer le trafic vers ce service interne. Quelque chose à retenir très important, c'est que ça fonctionne uniquement au niveau 4, que vous devez démarrer un service par application. Et il y a des gens qui ont potentiellement des dizaines, voire des centaines de services. Donc, ça veut dire des dizaines, voire des centaines de nodes ports utilisés, potentiellement. Et le trafic, en fait, sera rebalancé à l'intérieur du cluster. Donc, quand vous allez rentrer sur le nœud Worker 1, il est possible que vous atteigniez un pod qui soit aussi sur Worker 1, mais il est possible que Worker 1 décide de vous renvoyer vers un pod qui est sur un autre Worker. Typiquement, comment ça se présente? J'ai mon navigateur qui doit se connecter à mon application. Donc déjà, il faut que le client, d'un point de vue utilisateur, tape dans son navigateur application.domaine.com sur le port 31.232, comme j'ai mis en exemple. C'est-à-dire pour chaque application que l'utilisateur va devoir accéder, il va devoir retenir tous les ports. Donc, c'est pas très pratique. Mais ça peut fonctionner comme ça. L'autre problème aussi, quand on voit ça, c'est que si jamais il y a un des nœuds Kubernetes qui tombe, que le navigateur va être obligé de détecter qu'il est tombé et va potentiellement devoir essayer vers un autre nœud. Donc, en gros, le client doit savoir faire du service discovery, ce qui n'est absolument pas le cas dans les navigateurs. L'autre problème aussi qu'on va avoir, c'est qu'on ne peut pas créer de règles avancées au niveau HTTP. On ne peut pas traiter le SSL, donc le déchiffrer. Donc voilà, ça pose quelques limitations.
On a introduit rapidement une petite notion qui est le cluster IP au niveau des services. Donc le subnet cluster IP, comme je disais tout à l'heure, il est utile pour exposer des services en interne de Kubernetes. Il va régler la partie discovery est-ouest. Donc en fait, le node port, faut le voir comme le point d'entrée nord-sud, et le cluster IP pour la partie est-ouest. Donc permettre de faire du discovery entre services. Et il est lui aussi configuré par kubeproxy. Donc maintenant, on va s'intéresser un petit peu au trafic des utilisateurs. D'abord, on a vu que la partie service qu'on utilise de notre port, c'est pas très pratique. C'est pas très pratique et je vais juste rappeler rapidement. Il faut que l'utilisateur retienne un port associé à l'application. On n'a pas de fonctionnalité avancée ou intelligente d'un point de vue HTTP et d'un point de vue SSL. Donc, quand vous êtes sur Kubernetes, sur les clouds publics, il y a un nouveau type de service qui existe. Enfin, il y a un type de service qui existe pour ça, qui va s'appeler le type load balancer. Donc, vous créez un type. Donc, j'ai créé un petit exemple de configuration en dessous. Vous créez un nouveau type de service. Le type s'appellera load balancer. Qu'est-ce qui va se passer quand vous créez ça? Kubernetes va détecter qu'il est en train de fonctionner dans AWS ou Azure ou Google Cloud, va se connecter en fait à votre API à travers les credentials fournis pour la VM et va configurer un ELB. Alors moi, je vais prendre le cas AWS, mais vous pouvez appliquer ça à n'importe quel autre public cloud. Va configurer un ELB pour load balancer le trafic. C'est-à-dire que l'ELB va écouter sur les ports 80 et 443 à l'extérieur, donc sur une IP publique, et va renvoyer le trafic sur le node port que vous avez défini. Alors là, on se rend compte que déjà, d'un point de vue utilisateur, c'est beaucoup plus simple. C'est-à-dire que l'utilisateur, ce qu'il a à retenir, c'est juste le nom de domaine associé à votre application. Il n'a plus besoin de retenir le port 32443 parce que quand le trafic arrivera sur cet ELB spécifique, il sera automatiquement naté vers le port 80 ou pardon vers le port 32443 ou 32000 ce qu'on veut des workers Kubernetes. Alors rapidement, j'en ai démarré un dans un coin. Hop, on va regarder ça. Hop. Donc j'ai moi créé un namespace qui s'appelle Ingress dans lequel j'ai démarré un Ingress Controller. On verra tout à l'heure un petit peu à quoi ça sert l'Ingress Controller. Mais mon Ingress Controller, je veux typiquement que ce soit lui qui soit exposé sur Internet. Donc je lui ai créé un autre service qui va s'appeler, dans mon cas, HAProxy Kubernetes Ingress. Hop, on va faire comme ça. Voilà. -zo YAML. Et en fait, ce service, il est de type load balancer, comme on voit ici. Automatiquement, en fait, mon Kubernetes s'est connecté à AWS et a configuré en fait un load balancer ELB avec cette URL-là. Ça veut dire que quand je fais un get sur cette URL, j'accède bien à mon cluster Kubernetes. Alors, l'URL, en effet, elle n'est pas très belle. J'ai associé, moi, un nom de domaine à ça. http://baptiste.k8sdemo.xyz. Donc ça, c'est mon nom de domaine équivalent à domaine.com, on va dire. Donc ça, c'est plus présentable pour un utilisateur. On verra après comment on va exposer nos applications. Donc voilà, donc là, je tourne dans un cloud public, je crée un service type load balancer. Le cloud public va me provisionner automatiquement un load balancer externe qui va lui-même taper sur le node port associé à mon service. Donc ça marche bien. Donc vous voyez, c'est exactement ce qui se passe. Mon navigateur ou mon curl en ligne de commande s'est connecté à l'ELB. L'ELB lui-même s'est connecté à un des nodes ports du cluster Kubernetes, qui lui-même en fait est un service au sens Kubernetes du terme qui peut potentiellement aussi load balancer. Donc le pod qu'on voit ici sur la droite, c'est typiquement mon ingress controller HAProxy. Donc là, c'est exactement le trafic qui s'est passé quand j'ai fait curl. Curl a joint le load balancer, qui a joint le node port, qui a joint le service, qui a joint le pod. Maintenant, un des problèmes en fait quand vous utilisez cette chaîne là,
c'est que à chaque nouvelle application, vous devez démarrer un nouvel ELB, un nouveau load balancer external. Le problème de ça, c'est que vous êtes limité dans le nombre d'external load balancers que vous pouvez démarrer. Alors, c'est quelques centaines, je crois que c'est 200, 300 en fonction des cloud providers. Donc, la limite est très haute. Par contre, vous devez payer aussi à chaque fois que vous en démarrez un. Donc, ça coûte cher. Et nous, je connais des clients et des utilisateurs qui, dans les versions de dev et de pré-prod, à chaque commit applicatif, démarre un nouvel ELB. Et ben, au bout d'un moment, on peut arriver à saturer, ça coûte très cher. Donc, on propose de faire différemment. L'idée de faire différemment, c'est d'apporter du multi-tenancy, du multi-tenant au niveau de votre stack. Donc, on va garder la même chaîne au début. On va garder le client qui va se connecter à un ELB, le LB qui va utiliser un node port. Et le node port, en fait, va pointer vers un HAProxy ingress controller. L'avantage de l'ingress controller, on le verra après, c'est qu'il est capable de faire du niveau 7 et donc de faire du multi-tenant. Et ensuite, l'ingress controller, en fonction de l'URL, en fonction de plein de paramètres, il peut décider d'aller sur l'application verte ou l'application orange, comme on le voit sur le slide. Donc ça, c'est le schéma typique qu'on retrouve en fait chez les clients, chez les utilisateurs. Un load balancer externe, qui est load balance des ingress controllers, qui eux ensuite routent le trafic vers les différents services. Maintenant, pour les gens qui sont on-premise, qui sont dans leur propre data center, il y a différentes manières de faire. Une première manière qui est d'utiliser en fait MetalLB. Alors MetalLB, c'est un pod qui va tourner dans Kubernetes et qui va vous permettre en fait de configurer une adresse IP sur un des nœuds en fait du cluster Kubernetes. Ça va fonctionner un petit peu comme le VRRP ou le HSRP en fait, quand on a une IP qui est disponible à un endroit sur le réseau et qu'on a un outil qui est là pour monitorer si cette IP est disponible. Si elle n'est pas disponible, il y a un autre nœud qui va automatiquement se considérer master et se configurer les IP configurer les IP pour récupérer le trafic. Ça marche bien. Un seul gros problème, c'est que pour l'instant, c'est en bêta, donc c'est pas forcément recommandé d'utiliser ça en prod. Par contre, pour faire du dev, du pré-prod, des choses comme ça, ça peut fonctionner. Un des gros inconvénients, c'est que ça scale pas du tout en termes de trafic. C'est-à-dire que tout le trafic TCP et IP va rentrer dans un seul nœud du cluster Kubernetes. Donc, il y a un deuxième mode au niveau de MetalLB qui s'appelle mode BGP. Le mode BGP, en fait, va utiliser des protocoles de routage, donc le protocole BGP en l'occurrence, pour exporter en fait les IP de service directement sur votre core network. Donc, il faut déjà être compatible, il faut déjà avoir un core network compatible, il faut avoir les skills en interne pour gérer du BGP. C'est pas forcément donné à tout le monde. Et encore une fois, c'est encore du bêta. Il y a une autre solution qui est assez simple, c'est d'utiliser, en fait, de faire exactement ce qu'on fait dans le cloud public. C'est-à-dire en interne, dans notre data center, on peut réutiliser soit des load balancers existants, soit investir dans 2 petites machines où on va mettre des HAProxy, et en fait, utiliser ces load balancers en tant que external load balancer. J'appelle ça le mode do it yourself. Il y a un mode très très simple qu'on peut faire. Je vais vous montrer la configuration juste après. En gros, on va considérer le cluster Kubernetes comme une seule application. On se met dans le mode le plus simple de load balancing d'HAProxy et là, on est capable déjà de tirer plusieurs dizaines de gigas en mode TCP de bande passante dans un seul HAProxy. Donc, le niveau scalabilité horizontale, on en a un petit peu moins besoin. Ceci dit, si vraiment vous en avez besoin, on est capable de faire du rootless injection, du BGP exactement comme le faisait MetalLB, mais depuis l'extérieur du cluster. Comme ça, on a plus de bottleneck dans le cluster. Le genre de configuration qu'on va faire tourner à l'extérieur de Kubernetes pour load balancer du Kubernetes, ça va ressembler à ça. Donc ça, c'est le mode simple. Pourquoi le mode simple? Parce qu'on ne va pas superviser le contenu du cluster pour savoir si il y a des nouveaux services qui sont déployés, etc. On considère que tout le trafic va arriver sur les ports 80 et 443 des nodes et que sur ces nodes, comme je l'ai montré ici, on a un ingress controller qui va écouter, donc de préférence HAProxy. Et de cette manière-là, on est tranquille. On sait que le trafic va rentrer dans un service qui est capable de load balancer le service lui-même, et donc lui-même va load balancer le trafic jusqu'à vos pods applicatifs. Donc ça, c'est très simple, c'est robuste, ça marche.
Le seul truc qu'on pourra améliorer, c'est faire un petit peu d'automation quand le cluster Kubernetes s'étend et qu'on veut étendre en fait le nombre de workers pour lesquels on a des HAProxy en écoute. Faudra rajouter des lignes ici en fait. Aussi simple que ça. Il y a un autre mode qui est un peu plus compliqué, on va dire, à supporter. C'est si vous voulez en fait avoir un démon, donc un operator, on peut dire ça comme ça, qui tourne dans Kubernetes, qui lui va superviser en fait les events Kubernetes pour dire tiens, il y a un nouveau service qui a été créé sur le port, le node port 32400, et c'est lui que je veux exporter sur mon external load balancer. Exactement ce que fait AWS comme on l'a vu tout à l'heure. Ça peut marcher, sauf que ça va demander un peu de développement. Nous, au niveau HAProxy Enterprise, on va proposer des solutions un peu plus tard dans l'année pour supporter ça en fait. Au niveau produit, vous pouvez utiliser n'importe lequel, donc HAProxy Community, HAProxy Enterprise ou la version Appliance en fait, en amont de vos Kubernetes. On a des clients qui utilisent ça aussi dans le cloud public, c'est-à-dire qu'ils vont mettre un HAProxy communautaire ou Enterprise pour remplacer le LB d'Amazon par exemple. C'est faisable. Un dernier point, qui est en fait, une fois que j'ai déployé mon application, que le LB exporte mon application, c'est très bien, mais comme on l'a vu tout à l'heure, on a un nom de domaine qui est illisible, qui est très très long et je ne peux pas demander à mes utilisateurs de retenir ça. C'est pour ça qu'il y a la communauté Kubernetes travaille sur un projet, alors il est pas encore stable, qui s'appelle External DNS. Et l'idée d'External DNS, en fait, c'est de pouvoir associer des records A ou des CNAME, en fait, qui correspondent à votre nom de domaine, donc monapplication.domaine.com, directement pointant sur les IP de l'ELB, par exemple. Donc, plutôt que d'avoir une URL extrêmement longue, comme on l'a vu tout à l'heure, hop, je vais essayer de la remontrer. Voilà, on va prendre cette URL-là. Plutôt que d'avoir une URL comme ça, External DNS va vous permettre en fait d'avoir votre nom de domaine avec votre application directement. Et ça de manière automatique. C'est quelques annotations à positionner en fait sur les services quand vous les créez ou les ingress rules et ça va le faire. Hop. Maintenant, on va aborder un point qu'on a déjà légèrement abordé un peu avant, la partie ingress. Donc on a vu qu'on est capable en fait d'exposer nos applications directement sur des nodes ports. On a vu que c'était pas très pratique. On a vu que l'external load balancer permettait de cacher une partie de la misère de ce truc-là. Mais comme on l'a vu, moi j'ai recommandé plutôt d'utiliser en fait un ingress controller en amont de vos pods applicatifs. Pourquoi? Parce que l'ingress controller, donc l'ingress, c'est un objet, une propriété Kubernetes qui est présente sous forme de règles. Alors pourquoi ce ne sont que des règles? C'est-à-dire que autant Kubernetes vous fournit un load balancer niveau 4 pour la partie service, autant en fait pour la partie ingress, c'est à vous de déployer vous-même votre propre ingress. Donc vous choisissez un ingress parmi tous les ingress disponibles sur Internet, vous l'installez en général avec Helm, et une fois que vous l'avez créé, en fait, vous créez des ingress rules, et les ingress rules vont être utilisés par les ingress controllers pour load balancer le trafic qui va rentrer. L'avantage de ça, des ingress rules, c'est que déjà, elles vont opérer au niveau 7. Donc, quand on va avoir mon application 1.domaine.com et mon application 2.domaine.com, on peut les faire arriver sur le même service Kubernetes du terme, qui sera l'ingress controller. Et l'ingress controller pourra dire mon application 1, je sais que c'est cette application-là. Mon application 2, c'est une autre application. Et je vais envoyer le trafic séparément des deux côtés. Pour ça, je vous dis qu'on peut faire du multi-tenant. On peut utiliser aussi le chemin de l'URL pour faire du routage. Et ça peut être aussi une combinaison du chemin plus l'URL, du chemin plus le host header, pardon. Évidemment, comme on est sur Internet, on va potentiellement vouloir faire du trafic chiffré, donc avoir du HTTPS. L'ingress rule va permettre de définir ça aussi. Donc par défaut, une ingress rule est sur le port 80. Si vous donnez un certificat, automatiquement l'ingress controller va le prendre en compte. Le certificat est stocké dans un secret Kubernetes. Quand vous mettez à jour le secret, automatiquement l'ingress controller va se mettre à jour. Donc c'est vachement, c'est très sympa, très compatible avec Let's Encrypt. Ça permet d'avoir un cert manager à l'extérieur qui met à jour le certificat et qui les repousse dans Kubernetes, et on sait qu'automatiquement l'ingress controller va se mettre à jour.
Voici un petit peu comment ça fonctionne. Donc, on a vu qu'on avait un ingress controller. L'ingress controller, en fait, va superviser ce qu'on appelle les ingress rules dans l'API. À chaque fois qu'il y a une ingress rule qui va être créée, l'ingress controller va suivre le service qui est associé. Associé à ce service, on va avoir une liste de endpoints au niveau Kubernetes. Et s'il y a besoin, il va aussi suivre les TLS secrètes qui vont être associées à cette ingress rule. Alors moi, j'ai déployé dans mon cluster Kubernetes un namespace qui s'appelle démo, dans lequel je vais avoir deux applications, une application bleue et une application rouge. Ici, on va retrouver ça. On voit que mon application elle est disponible sur différents noms de domaines. Typiquement, si je fais un curl, slash blue, je vais faire, ben voilà, en fait, on le voit ici, on est bien arrivé sur l'application blue. Et si je fais un curl sur red, on arrive bien sur l'application red, rouge. Donc ça, c'est le nom du pod en fait qui a été utilisé pour processer la réponse. Donc voilà. Et donc, rapidement, si je vais faire un get, si je veux regarder un petit peu le contenu, est-ce que ça va passer? Super. Donc en fait, on va retrouver notre ingress rule. Dans notre ingress rule, on va retrouver les différents host headers sur lesquels je veux que mon URL écoute et ainsi, que mon ingress controller écoute, ainsi que les différents chemins. Là, j'ai pas défini de certificat. Ça veut dire que le certificat par défaut va être utilisé. Par contre, j'ai demandé à ce que mon... Non, je l'ai pas mis. Je voulais que mon application écoute sur le SSL. Je l'ai pas mis. C'est pas grave, ça marche quand même. Normalement, hop, hop. Donc là, j'ai fait du HTTP en clair. Oups. Voilà. Donc là, je me connecte en HTTPS. D'ailleurs, on voit que quand on fait du HTTPS, automatiquement, l'ingress controller, parce que le client est compatible, va faire du HTTP2. Et j'arrive aussi sur mon application. Hop. Ça, c'est super. Donc, bah, voilà un exemple d'ingress rule. Typiquement, ce que cette ingress rule va faire, elle va dire tout ce qui est www.mydomain.com/foo doit aller vers le service Kubernetes qui s'appelle service 1. Et tout ce qui est www.domain.com/bar ira vers le service Kubernetes qui s'appelle service 2. Chacun a un port différent. Quand vous créez ça, l'ingress controller va détecter tout ça, va générer la configuration HAProxy qui va bien. C'est complètement transparent, il n'y a rien à faire. Petite présentation rapide de l'ingress controller HAProxy. Donc en fait, notre ingress controller est divisé en deux. On a d'une partie le HAProxy, évidemment, qui est ce qu'on appelle le data plane dans les infra modernes. Et on va avoir un autre process qui s'appelle le HAProxy-ingress-controller. Donc le HAProxy-ingress-controller, son rôle à lui, c'est de se connecter à l'API de Kubernetes, de récupérer en fait les informations qui concernent les ingress rules, les TLS tickets, TLS secrets, etc. Et de nourrir en fait HAProxy, alors soit de manière complètement dynamique, soit de temps en temps, quand il y a besoin de faire un reload, de faire un reload s'il y a besoin. Il va apporter énormément de features modernes et assez avancées en fait. On va pouvoir dire typiquement, je veux que tu appliques uniquement certaines règles ingress. Pourquoi? Parce que comme on est en train de discuter là de comment j'expose mes applications à l'extérieur, je ne veux pas forcément exposer toutes mes applications à l'extérieur. Donc on peut très bien définir des classes d'ingress rule. Dire j'ai une classe qui s'appelle public ou internet et j'ai une classe qui s'appelle private ou intranet ou interne. Et à ce moment-là, je peux démarrer deux ingress controllers et dire cet ingress controller va superviser uniquement les règles de type ingress, public. Et donc, en fait, tout ce qui doit aller sur Internet sera tagué avec le tag public. Et l'autre ingress va uniquement monitorer les règles qui n'ont pas de classe. Et automatiquement, quand vous oubliez de mettre le tag public, la règle, l'ingress rule ne sera pas poussé sur Internet. Donc, ça vous évite de faire du leak, un petit peu de service, comme ça peut arriver.
On va pouvoir, en fait, on va retrouver un exporteur Prometheus. Je vous en ferai la petite démo après. On va retrouver aussi, on est capable d'exporter nos logs vers FluentD automatiquement, en fait, en loguant à travers le stdout du container. Ça peut s'installer à travers Helm et évidemment plein d'autres fonctionnalités avancées. Je vous laisse le déployer et jouer avec. Maintenant, depuis tout à l'heure, on parle d'exposer nos applications sur Internet. Comme je l'ai dit en introduction, un des principaux points quand on expose les applications sur Internet, c'est qu'on veut quand même les sécuriser. Alors, l'Ingress Controller, déjà, basé sur HAProxy, va apporter quelques fonctionnalités. Premièrement, on peut faire des access lists à base d'adresses IP. Pourquoi? Le but, en fait, c'est d'autoriser certaines personnes ou certaines IP connues d'accéder à certaines applications ou, à l'inverse, de bloquer l'accès à certaines applications. Typiquement, moi, je connais mon IP public et j'ai autorisé mon IP public à accéder au service Grafana. Ce qui fait que vous, même si vous avez l'URL de Grafana, quand vous allez vouloir vous connecter à mon dashboard Grafana, vous allez récupérer un 403. Vous allez être interdit en fait. Comment ça se présente? Hop. Donc j'ai mon URL Grafana qui est grafana.baptiste.k8sdemo.chaproxy.xyz, pardon, .chapro.xyz. Si vous allez sur cette URL là, l'Ingress Controller va vous bloquer l'accès en fait. J'ai autorisé l'accès du bureau, donc toutes les personnes du bureau HAProxy Technologies peuvent accéder à cette URL sans aucun souci. On va retrouver en fait ici le dashboard Grafana qui utilise en fait, qui exploite les stats Prometheus exportés par HAProxy. Bon, je ne vais pas aller dans le détail, hein, c'est pas le but. On pourra faire session express sur le monitoring de Kubernetes via l'Ingress Controller, via HAProxy avec Prometheus et tout ça. Il y a énormément d'infos qui sont disponibles. Donc voilà. Donc l'idée, c'était de vous montrer que ce service-là, typiquement, n'est accédé que par les gens auxquels j'ai donné l'accès d'un point de vue IP pur. Hop, on va revenir ici. Un autre point important, en fait, le Web Application Firewall. Donc souvent, quand on avait nos applications dans nos data centers, ou même quand on a nos applications dans nos data centers, quand on a des API, qu'on veut les exposer sur Internet, on peut être un peu frileux ou on peut avoir un RSSI ou des best practices qui recommandent d'avoir un Web Application Firewall. Donc, c'est l'idée d'un Web Application Firewall, c'est d'inspecter le contenu des requêtes et des réponses et de détecter si on y trouve des attaques. D'accord? Si on y trouve des attaques, on veut bien évidemment bloquer la requête. Donc, l'Ingress Controller Enterprise d'HAProxy va embarquer un moteur de WAF basé sur Mode Security. Le rule set du WAF est stocké dans un secret Kubernetes, donc c'est complètement natif Kubernetes. Le but, c'est quoi? C'est que quand vous mettez à jour le secret qui correspond au rule set, l'Ingress Controller le détecte et va appliquer le nouveau rule set que vous avez configuré directement dans HAProxy. Aujourd'hui, Mode Security est appliqué à tout le trafic qui passe par l'Ingress Controller. Plus tard dans l'année, on va pouvoir sélectionner différents rule sets pour différents endpoints et voire ne pas mettre de rule set du tout pour certains endpoints. Ceci dit, c'est pas hyper dérangeant puisque Mode Security lui-même permet dans son rule set de dire sur quel type d'URL on veut appliquer les règles aussi en fait. On va pouvoir aussi retrouver ce qu'on appelle un Application Delivery Network, un ADN. Alors qu'est-ce que c'est que ça? C'est des outils qui sont un peu nouveaux. Donc l'idée de l'ADN en fait, c'est une plateforme, un cloud, qui va se situer en amont de vos applications, entre les utilisateurs et l'application. En fait, il est là. Donc on va retrouver en fait les utilisateurs, tout le trafic de, en fait vos DNS vont router le trafic vers l'ADN. L'ADN va agir un petit peu comme un scrubbing center, va nettoyer le trafic et va l'envoyer directement vers votre cluster Kubernetes. Donc en général, ce sera un external load balancer qu'on n'a pas représenté ici pour pas trop charger les dessins, mais on va retrouver en fait le trafic qui va rentrer dans l'external load balancer, puis dans l'Ingress Controller, mais déjà nettoyé. C'est-à-dire que le but de l'ADN, c'est de vous protéger contre les DDoS, contre les SQL injection, XSS, etc., contre les brute force, contre tout type d'attaque. Je l'ai configuré en fait. Donc chez HAProxy Technologies, on a un ADN.
et je l'ai configuré en fait en amont de mes sites web. Oups, il est où? Il est là. Donc lui, je vais le fermer, j'en ai plus besoin. Allez, un petit VM Windows. Yes. Leave. Voilà. Donc en fait, j'ai mon application. Donc ça, c'est mon application qui tourne sur l'origine, baptiste.k8sdemo.chapeau.xyz. Et en fait, j'ai un autre nom de domaine. Comme on l'a vu tout à l'heure dans les Ingress Rules, le trafic peut venir sur 2 host headers. Et ça, c'est le host header en fait qui pointe sur le CDN. Baptiste.demo.chaproxy.net. Et donc en fait, le trafic qui passe par l'ADN, pardon, pas le CDN mais l'ADN, on va le retrouver directement en fait dans notre dashboard ADN. Donc les clients ou les gens qui veulent tester vont retrouver tous ces dashboards. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail de partout, mais typiquement en fait, quand on fait des attaques, on va aller regarder un peu le trafic qui a été généré. On va retrouver mon adresse IP. Et en fait, on va voir que j'ai généré quelques attaques hier, juste pour avoir des logs. Alors, mon IP, elle est là. On va cliquer là-dessus et ça va filtrer automatiquement tout le trafic que j'ai généré moi-même depuis le bureau. Et si je demande les 2 derniers jours, je dois bien retrouver quelques 403 que j'ai fait générer. Hop. Et ah oui, on va demander ça, tiens. Avec un status code différent de 200. Comme ça ira plus vite. Voilà. Ok, bon, j'ai généré du 404, voilà, du 403. Typiquement, hier, j'ai envoyé une requête, j'ai essayé de scanner le fichier ETC PassWD. On voit que le client est arrivé jusqu'à notre ADN et il a été bloqué directement par l'ADN. Comme ça, le trafic, l'origine serveur, donc la plateforme, ne voit même pas en fait ce genre de choses, ce genre de trafic. On va retrouver en fait au niveau logging pourquoi la requête a été bloquée. Donc on voit que l'argument S avait un contenu qui permet de faire du directory traversal, c'est considéré comme une attaque. On va retrouver, alors je ne sais pas si vous avez vu, donc cette attaque a été générée par le navigateur curl. Et en fait, si on fait je ne sais plus où c'est dans le Metrics, on va voir qu'en fait c'est considéré lui-même comme un client bot, je sais plus, device. Ok, non, c'est pas le jeu. Bref. Donc voilà. Donc c'est un petit peu l'idée, c'est ça, c'est que l'avantage d'un ADN, c'est que c'est un réseau worldwide qui est déployé au plus près de vos utilisateurs. Donc il va collecter le trafic au plus près des utilisateurs, va le nettoyer, va le renvoyer sur votre serveur d'origine pour le protéger. Et ensuite, va vous permettre en fait d'exposer vos applications de manière sécurisée. Donc vous avez deux modes. Soit vous décidez de vous-même prendre la main sur la sécurité et vous déployez vos propres règles de sécurité dans mode security, ou alors vous vous déchargez sur un tiers, donc typiquement un application delivery network. Et donc à ce moment-là, vous nous déléguez à nous la gestion de toutes ces règles. Hop. Voilà. Hop. Maintenant, quelque chose qui est important aussi, quand on a une application, c'est d'accélérer le contenu en fait. Alors, comment on accélère le contenu? Alors déjà, il faut avoir des serveurs d'origine qui soient un peu rapides pour la partie dynamique, mais toute la partie statique du site web, et en général, pour une page dynamique, on a pas mal d'objets statiques qui sont téléchargés, des CSS, des JavaScript, des images. On peut les faire charger par un Content Delivery Network. L'idée, c'est qu'en fait, le trafic ne va plus remonter sur l'origine. Pourquoi? Mon laptop va en fait récupérer les static assets de votre CDN, de votre CDN, voilà. Si les objets ne sont pas dans le CDN, ok, on va les rechercher sur l'origine, mais s'ils y sont déjà, et ce qui est le cas dans 99% des cas, vous verrez pas ce trafic sur l'origine. Donc, l'origine en fait va être délestée d'une grosse partie du traitement et va pouvoir en fait répondre d'autant plus rapidement aux requêtes dynamiques et tout ça. Alors, je vais faire une petite conclusion rapide. Donc, le logiciel HAProxy existe lui-même depuis à peu près 20 ans, mais on l'a fait énormément évoluer au cours des 5-6 dernières années avec tous les nouveaux use cases qui sont apparus, tels que Kubernetes, Consul et autres.
C'est toujours aujourd'hui le plus performant. En fait, il est développé de manière spécifique et très orienté performance et fiabilité en fait. Il va pouvoir aussi vous aider à sécuriser un peu mieux votre plateforme, en fait, tout ce qui va tourner dans Kubernetes. Si je résume aussi en un slide la manière dont on peut déployer les différentes solutions HAProxy pour Kubernetes, on va retrouver évidemment notre ingress controller qui va tourner dans Kubernetes. On va pouvoir retrouver en fait notre CDN pour accélérer la livraison du contenu des objets statiques. On va retrouver la partie ADN qui va vous permettre en fait d'accélérer la partie dynamique et de protéger surtout cette partie dynamique. Donc en fait, ça vous laisse un petit peu le choix dans les objets que vous allez pouvoir utiliser. J'ai pas voulu faire le lourd et représenter un HAProxy ici pour la partie load balancing external. La plupart des gens qui vont être sur les clouds publics, par exemple, utiliseront ELB, ça marche très bien, ça fait le job. Il n'y a pas besoin de s'embêter. Donc, je vais ouvrir la section questions-réponses. Si vous avez des questions, vous pouvez les sélectionner directement dans le chat prévu à cet effet. Je vais aller voir rapidement s'il y en a. Tac, c'est là que ça marche. Alors, j'ai une question. Alors, ouais. Pensez-vous qu'il faille aussi que l'API serveur soit présenté par les external load balancers? J'ai envie de dire non. Uniquement, en fait, il faudrait m'expliquer le use case. L'API serveur, c'est vraiment, faut voir ça comme le user root ou l'user administrator sur un Windows et l'user root sur un Linux. Quand vous avez accès à ça, potentiellement, vous pouvez faire pas mal de dégâts. Alors ouais, il y a le airback, et nous on recommande de toute façon d'activer le airback par défaut et donc de bloquer tout et tout le monde. Mais moins il est exposé et moins on est sûr d'avoir de fuite à ce niveau-là. Si vraiment vous avez besoin de l'exposer, ce qu'il faudrait faire, donc c'est déjà utiliser du airback évidemment, et potentiellement utiliser aussi des certificats clients SSL que vous générez vraiment à la demande de chaque utilisateur qui en aurait vraiment besoin d'y accéder. Moi, je suis pas fan du tout de l'exposer en fait. C'est des gros problèmes de sécurité. Ok. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Alors, on me dit pour la consistance, pas pour l'ouverture au public. Désolé, je comprends pas. Non, mais si c'est compliqué après, voilà, si vous n'hésitez pas à me joindre par Twitter ou par j'ai oublié de mettre mon mail, on mettra mon mail aussi sur les slides et d'exposer peut-être c'est un cas spécifique. Mais clairement, c'est pas le genre de service qu'on va exposer sur Internet. Ensuite, il y a souvent des questions que les gens se posent, c'est comment est-ce que je déploie par exemple mon ingress controller en daemon set ou en deployment, est-ce que je lui mets de la ressource allocation ou pas, etc. Alors pour ça, j'ai prévu de faire un autre webinar où on parlera justement des différents types de déploiement des ingress controllers. On peut faire tourner un ingress controller à l'extérieur de Kubernetes. On peut le faire tourner dedans en daemon set ou en deployment. Et on peut aussi s'arranger pour que l'ingress controller soit dédié sur certains nœuds ou que certains nœuds soient dédiés en fait au workload de l'ingress controller. Le but, c'est quoi? C'est que vos applications Java ou base de données ou je sais pas quoi soient pas en fait en concurrence avec l'ingress controller pour accéder aux ressources CPU, mémoire, etc. Donc ça, c'est des choses qu'on pourra voir lors d'un prochain webinaire. Alors, une petite question. Quel serait le setup le plus efficace pour limiter les couches de load balancing en disposant d'appliance Aloha? Donc, Aloha, c'est l'appliance en fait avec HAProxy qui tourne à l'intérieur et qui va se mettre en amont des clusters Kubernetes. Donc, en effet, si vous vous souvenez du schéma, d'ailleurs, je vais pouvoir retourner le voir rapidement. Hop. Le schéma, il est où? Avec l'external load balancer. On va y arriver. Voilà. Typiquement, en fait, le trafic va arriver sur un des deux, enfin sur le, on va dire LB1. LB1 va potentiellement l'envoyer à travers un service Kubernetes
vers le cluster Kubernetes. Si vous faites ça, le trafic va être reload balancé. Donc c'est pour ça que moi je vous ai expliqué ici ce qu'on propose nous en général, c'est de faire écouter le l'ingress controller sur le host network. Donc quand vous êtes sur le host network, le l'ingress controller est joignable directement avec l'adresse IP du worker Kubernetes telle qu'elle est connue dans le réseau. Donc là, vous bypassez déjà une première couche de load balancing. Ensuite, quand vous utilisez l'ingress controller, lui-même va accéder à l'IP des pods. Il ne va pas passer par le service Kubernetes pour être reload balancé. Donc, on va déjà éviter 2 couches de load balancing. Maintenant, des fois, j'ai des clients qui veulent à tout prix que l'external load balancer accède directement à l'IP des pods. Alors ça, ce sera faisable un peu plus tard avec la LOA, quand en fait on va sortir un produit qui sera un pod qui va tourner à l'intérieur de Kubernetes et qui en fait va détecter les différents services qui tournent et ira pousser la configuration dans l'external load balancer. Ceci dit, point très important, ça implique que les réseaux dans lesquels vos pods tournent, donc là je vais revenir sur le slide d'avant, que le réseau sur lequel les pods tournent, pardon, soit lui-même exposé sur le réseau. Alors, on va revenir sur celui-là, le tout premier. Voilà. C'est-à-dire que la LOA, quand on va lui dire, tiens, tu as une application qui est sur le pod 10.1.1.2 et 10.1.2.2, il doit être capable de joindre ces réseaux-là. Alors, j'ai dit au début qu'en théorie, ces réseaux-là ne sont pas joignables. Donc, c'est là où on rentre dans j'ai simplifié un petit peu les choses. Ce réseau-là peut être joignable. Il y a certains overlay networks qui vous permettent en fait d'exposer les pods directement avec leur IP sur votre cœur réseau. Si vous faites ça, à ce moment-là, la LOA pourra load balancer directement. Et là, en fait, vous n'avez plus aucune couche de load balancing. Votre Kubernetes va juste servir de scheduler pour démarrer les pods à droite ou à gauche, et la LOA va pouvoir y accéder directement. Alors, et on a une dernière question. Alors, on me demande si on a prévu de faire des séances pour les débutants en Kubernetes sur les ingress. Alors, c'est un sujet intéressant. Je pense qu'on va pouvoir en faire une. Là, l'idée de cette séance-là, c'était aussi orienter débutants sur comment je peux exposer mes services. Mais clairement, s'il y a un intérêt pour vous à avoir un deep dive, on va dire débutant, mais deep dive quand même sur la partie ingress, donc focus une demi-heure sur les ingress, il n'y a aucun souci, on va pouvoir faire ça. J'en parlerai au marketing et on planifiera ça, à mon avis, peut-être fin août, début septembre, parce que là, avec les vacances, risque d'y avoir pas mal de gens absents. Et moi, le premier. Alors, au niveau des... Alors, oui, au niveau de l'ingress controller HAProxy, est-ce qu'il y a une version communautaire et une version enterprise? Alors, oui, il y a les deux. En fait, il y a même plusieurs versions communautaires. Il y a 2 versions communautaires qui ne sont pas maintenues par nous. Une qui s'appelle Voyager et l'autre qu'on appelle JC Moray, qui est en fait le nom du développeur qui la développe. Et il y en a une qui s'appelle Kubernetes Ingress, je crois. C'est celle qu'on fait en fait. Au niveau GitHub, elle est dans un compte HAProxyTech, je crois. Donc elle est facile à reconnaître. Et c'est le même qu'on va retrouver à la fois en la partie Enterprise et la partie communautaire. La différence entre les deux, c'est que dans la partie Enterprise, l'ingress controller en fait va avoir en plus quelques features avancées comme le Web Application Firewall que vous n'avez pas dans la partie communautaire. Donc ça, c'est l'avantage de l'Enterprise. Alors, on me demande pour la partie basic auth. Alors ouais, la partie authentification en elle-même, c'est un vaste débat, un vaste sujet. Je sais qu'on a de la demande. Alors, HAProxy lui-même va pouvoir gérer la partie basique sans aucun souci. Il va falloir qu'on définisse ce besoin. Par exemple, comment vous voulez mettre à jour la liste des utilisateurs. Ça peut se faire à travers un secret, par exemple dans Kubernetes, et on va monitorer le secret. Et si vous mettez à jour le secret, automatiquement, on va mettre à jour la liste des utilisateurs. Ça peut être des choses qu'on peut faire. Mais il y a d'autres sujets. Nous, on va plus loin, c'est-à-dire qu'HAProxy Enterprise lui-même pourra supporter SAML et potentiellement OpenID Connect aussi. Donc, c'est des sujets sur lesquels on travaille
sur la partie enterprise. La partie communautaire, on aura le basic hôte, je pense, à peu près sûr. Après, les autres modules sont malheureusement enterprise only, donc on ne pourra pas les retrouver sur la partie communautaire. Mais n'hésitez pas à ouvrir une issue sur le projet GitHub, donc hproxytech/Kubernetes Ingress ou quelque chose comme ça. N'hésitez pas à ouvrir une issue avec ça, et je pense qu'il y en a peut-être même déjà une d'ouverte, parce que je me souviens qu'on avait abordé le sujet déjà. Et comme ça vos inputs sont importants pour nous en fait pour comprendre ce que vous attendez, ce que vous avez besoin avec l'authentification basique, et comment nous on va pouvoir en fait intégrer ça de manière propre dans l'Ingress Controller en fait. Voilà, voilà. Après, de temps en temps, on nous pose aussi les questions de performance de l'Ingress Controller HAProxy. Alors moi, dernièrement, pour un client, j'ai fait des benches en fait sur AWS sur une machine C5 2X, je crois, donc elle avait 16 cœurs, en HTTPS et en Keep Alive, donc full Keep Alive, donc c'est le meilleur des cas hein, pour être complètement transparent. On atteignait 160 000 requêtes par seconde, à peu près. Voilà. Donc voilà. Donc HAProxy est déjà ultra performant sur bare metal, et les performances dans Kubernetes restent aussi à la hauteur en fait de ce qu'on avait niveau bare metal. Donc il n'y a plus de questions. Je pense qu'il est temps de conclure la session. Je vous remercie à tous d'avoir participé. Merci beaucoup. N'hésitez pas donc à me joindre sur Twitter, sur LinkedIn. On va aussi vous mettre, je pense, mon email dans les slides. Comme ça, vous pourrez me joindre aussi par email. Le projet est disponible sur GitHub. Donc, si vous avez des demandes de features, des choses comme ça, des remontées d'informations, n'hésitez pas à le faire à travers les issues GitHub. C'est très important pour nous, et on valorise énormément ça en fait. Ça nous aide à faire avancer le produit dans la bonne direction. Et je prends note pour un webinar débutant Ingress, donc dédié à l'Ingress, de 20-30 minutes en août. Voilà. Merci à vous. Au revoir.